Je n'aurais jamais imaginé que ce jour ordinaire allait bouleverser ma vie entière. Après 3 semaines épuisantes de déplacements professionnels à travers le pays, je ne rêvais que d'une chose, retrouver le confort de ma maison et la présence réconfortante de ma femme, Marie. Le voyage en avion avait été particulièrement pénible, avec des turbulences qui m'avaient donné mal au cœur, et un voisin qui n'avait pas cessé de ronfler pendant les 4 heures de vol. Dans le taxi qui me ramenait chez moi, je m'imaginais déjà affalé dans mon fauteuil préféré, une bière fraîche à la main, peut-être même en train de commander une pizza. Ces petits plaisirs simples m'avaient terriblement manqué pendant mon absence. Le chauffeur, un homme sympathique d'une 50aine d'années, tentait de faire la conversation, mais j'étais trop fatiguée pour maintenir un dialogue cohérent. Quand nous sommes enfin arrivés devant ma maison, quelque chose m'a semblé différent. Je n'aurais pas su dire quoi exactement, mais mon instinct me disait que quelque chose clochait. Il y avait une voiture que je ne connaissais pas garée dans notre allée, une grosse Volvo grise qui n'était certainement pas là à mon départ. J'ai payé le taxi et récupéré ma valise dans le coffre, mes jambes encore engourdies par le long voyage. L'air frais du soir m'a fait du bien, mais n'a pas réussi à dissiper ce sentiment étrange qui grandissait en moi. En m'approchant de la porte d'entrée, j'ai remarqué des cartons empilés près de la fenêtre du salon. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. La clé a tourné dans la serrure avec son bruit familier, mais ce qui m'attendait derrière cette porte n'avait rien de familier. L'odeur m'a frappé en premier, un mélange de parfums que je connaissais trop bien, celui que ma belle-mère portait depuis que je la connaissais. Cette fragrance entêtante qui me donnait toujours mal à la tête lors des repas de famille. Le salon, mon havre de paix, était méconnaissable. Des meubles que je n'avais jamais vus trônaient au milieu de la pièce. Un horrible fauteuil en velours vert olive, que j'avais déjà aperçu chez mes beaux-parents, avait pris la place de mon confortable canapé en cuir. Des bibelots kitsch recouvraient mes étagères soigneusement organisées, et des photos de famille que je ne reconnaissais pas décoraient maintenant mes murs. Ma valise m'a échappé des mains et a heurté le sol dans un bruit sourd. C'est à ce moment-là que je l'ai vue, ma belle-mère, Françoise, confortablement installée sur mon canapé, regardant tranquillement la télévision comme si elle était chez elle. Elle portait sa robe d'intérieur, celle avec les motifs floraux qu'elle affectionnait tant, et sirotait une tasse de thé dans ma tasse préférée. « Oh, Thomas. Tu es rentré plus tôt que prévu », a-t-elle dit sur un ton désinvolte, comme si sa présence était la chose la plus naturelle du monde. Pas un bonjour, pas une excuse, rien qui puisse indiquer qu'elle avait conscience de l'absurdité de la situation. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas vaciller. La fatigue du voyage, le décalage horaire et maintenant ça. C'était trop. Les questions se bousculaient dans ma tête, où était Marie ? Pourquoi ma belle-mère était-elle installée chez moi ? Et surtout, pourquoi personne ne m'avait prévenu ? Qu'est-ce que ? Comment ? Les mots se sont étranglés dans ma gorge. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme. Françoise, qu'est-ce que tout ça signifie ? Elle a posé sa tasse de thé, ajustant consciencieusement le coussin derrière son dos. Oh, ne t'inquiète pas, on a tout arrangé avec Marie. Tu sais, depuis que la maison est devenue trop grande pour nous deux, Robert et moi avons décidé qu'il serait plus pratique de venir vivre ici. Marie était d'accord. La rage montait en moi comme une vague. Marie était d'accord ? Sans même m'en parler ? Sans même me consulter ? J'ai serré les poings si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. La fatigue du voyage s'est évaporée, remplacée par une colère sourde. « Où est Marie ?» ai-je demandé, essayant de contrôler ma voix qui tremblait. Elle est sortie faire quelques courses. Robert aussi d'ailleurs, il est parti chercher le reste de nos affaires. Elle a fait un geste vague de la main, comme si tout cela n'était qu'un détail sans importance. J'ai regardé autour de moi, observant vraiment l'ampleur des changements. Des cartons s'empilaient dans tous les coins, certains encore fermés, d'autres à moitié vidés. Mes livres avaient été déplacés pour faire place à une collection de porcelaine que je reconnaissais de chez mes beaux-parents. L'odeur de leur maison avait déjà commencé à imprégner les murs. « Vous ne pouvez pas faire ça », ai-je dit, ma voix devenant plus ferme. « Vous ne pouvez pas simplement décider de vous installer chez les gens sans leur permission. » Françoise a eu un petit rire condescendant qui m'a fait voir rouge. « Thomas, ne sois pas si dramatique. Nous sommes une famille, après tout. Et puis,
cette maison est bien trop grande pour vous deux. C'est plus logique comme ça, tu ne trouves pas? J'ai fait quelques pas dans la pièce, passant ma main dans mes cheveux, essayant désespérément de ne pas perdre mon sang-froid. Les souvenirs de tous les moments où ma belle-mère s'était immiscée dans notre vie me sont revenus en mémoire, les visites surprises du dimanche, les commentaires sur notre façon de vivre, les suggestions non sollicitées sur la décoration de notre maison. Mais ça, c'était le summum. Non, je ne trouve pas, ai-je répondu sèchement. Je rentre d'un long voyage d'affaires pour découvrir que vous avez envahi ma maison sans mon consentement. Ce n'est pas normal, Françoise. Ce n'est pas acceptable. Elle a froncé les sourcils, visiblement contrariée par ma réaction. Envahi? Quel mot grossier! Je te rappelle que je suis la mère de ta femme. Tu devrais être reconnaissant que nous soyons là pour vous aider. Nous aider? Nous aider à quoi exactement? Nous n'avons jamais demandé d'aide. Ma voix montait malgré moi. Où sont mes affaires? Qu'avez-vous fait de mes meubles? Oh, ne t'en fais pas pour ça, a-t-elle répondu avec un geste dédaigneux. On a tout mis dans le garage. De toute façon, ce vieux canapé en cuir était vraiment laid. Et puis, regarde comme le salon est plus accueillant maintenant. C'en était trop. La colère qui bouillonnait en moi depuis mon arrivée a explosé. Sans réfléchir, je me suis dirigée vers le premier carton à ma portée et l'ai soulevé. Non, non, et non. Ça ne va pas se passer comme ça. J'ai commencé à transporter le carton vers la porte d'entrée, déterminée à reprendre le contrôle de ma maison. Le bruit de mes pas résonnait dans le silence soudain, uniquement perturbé par le son ténu de la télévision en fond. Thomas! Arrête ça tout de suite. Le cri de Françoise a résonné dans le salon alors que je continuais à déplacer ces cartons. Ces bibelots tintaient dangereusement à chaque fois que je posais brutalement une boîte sur le perron. La sueur commençait à perler sur mon front, mais la colère me donnait une énergie que je ne me soupçonnais pas après un si long voyage. Et non, c'est vous qui allez arrêter, ai-je répondu sans même me retourner. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça chez les gens. Ce n'est pas votre maison. J'entendais Françoise s'agiter derrière moi, sa voix montant dans les aigus comme à chaque fois qu'elle perdait le contrôle d'une situation. Marie. Marie, appelait-elle au téléphone. Ton mari est devenu fou. Il faut que tu rentres immédiatement. Je venais de soulever un énième carton quand j'ai entendu des pas précipités dans l'escalier. Marie est apparue, les cheveux encore humides de la douche, le visage décomposé. Elle n'était pas sortie faire des courses comme l'avait prétendu sa mère. Encore un mensonge. Thomas. Qu'est-ce que tu fais? S'est-elle écriée, ses yeux passant rapidement des cartons éparpillés sur le perron à ma figure rouge de colère. Ce que je fais? Ce que je fais? Ma voix tremblait. Je rentre chez moi après 3 semaines d'absence pour trouver ta mère installée dans notre salon, nos meubles au garage, et toi tu as accepté tout ça sans même m'en parler? Marie s'est approchée de moi, les mains levées en signe d'apaisement. Écoute, je voulais t'en parler, mais tu étais si occupée avec ton travail. Et puis, c'est temporaire, juste le temps qu'il. Temporaire, l'ai-je coupé. Ta mère a déjà redécoré tout le salon. Elle a jeté nos meubles au garage. Elle boit dans ma tasse préférée, bon sang. Françoise s'est levée de son fauteuil, rajustant sa robe d'intérieur comme si elle s'apprêtait à faire un discours important. Marie, ma chérie, ton mari se comporte comme un enfant. Nous avions convenu que c'était la meilleure solution pour tout le monde. Non, ai-je grondé, vous avez convenu. Moi, personne ne m'a rien demandé. Et maintenant, je trouve ma maison transformée en, je ne sais même pas quoi. Le bruit d'une voiture se garant dans l'allée a attiré notre attention. Robert, mon beau-père, est sorti de sa Volvo, son visage se figeant à la vue des cartons éparpillés sur le perron. Il a claqué la portière si fort que les fenêtres ont vibré. Qu'est-ce qui se passe ici? A-t-il tonné en montant les marches. Qui a sorti nos affaires? Ton gendre fait une crise, a répondu Françoise d'un ton méprisant. Il ne comprend pas que nous sommes là pour aider. Robert s'est planté devant moi, bombant le torse comme il le faisait toujours quand il voulait imposer son autorité. Même après toutes ces années, il me traitait encore comme le jeune homme qui sortait avec sa fille, pas comme un adulte, un mari,
un propriétaire de maison. Et écoute-moi bien, mon garçon, a-t-il commencé, pointant un doigt accusateur vers ma poitrine. Tu ne peux pas traiter nos affaires comme ça. Nous avons décidé, en famille, que c'était la meilleure solution. En famille, ai-je explosé. Je fais partie de cette famille, non? Ou alors je ne suis qu'un figurant dont la vie ne compte pas? L'atmosphère était électrique. Marie se tenait entre nous, les larmes aux yeux, ne sachant visiblement pas quel parti prendre. Sa loyauté était partagée entre son mari et ses parents, et je pouvais voir la souffrance sur son visage. Thomas, a-t-elle murmuré, s'il te plaît, calme-toi. On peut en discuter calmement, trouver une solution. Une solution, ai-je répété, incrédule. La solution, c'est que tes parents reprennent leurs affaires et rentrent chez eux. Point final. Robert a fait un pas de plus vers moi, son visage rougissant dangereusement. Comment oses-tu nous parler comme ça? Après tout ce que nous avons fait pour vous? Qui vous a aidé à trouver cette maison? Qui vous a prêté de l'argent pour le premier versement? Et voilà, ai-je crié. Je me demandais combien de temps il faudrait avant que vous ne mentionniez l'argent. Mais on vous a remboursé jusqu'au dernier centime, et vous le savez très bien. Françoise s'est mise à sangloter théâtralement, s'effondrant dans son fauteuil vert olive. Tu vois, Marie? Tu vois comment il nous traite? Ton père et moi, nous ne voulions que vous aider, être plus près de vous. Plus près de nous, ai-je ricané. Vous habitez à 20 minutes d'ici. Ce n'était pas assez proche pour vous surveiller et vous mêler de nos affaires? Marie a éclaté en sanglots. Arrêtez. Arrêtez tous. Je n'en peux plus. Mais personne ne l'écoutait. Robert continuait à me fixer avec un regard noir, Françoise poursuivait ses jérémiades, et moi, je sentais ma patience s'effriter comme du sable entre mes doigts. Et tu sais quoi, ai-je dit en attrapant mes clés de voiture. Gardez la maison. Gardez tout. Je m'en vais. Et Thomas, non. Marie a essayé de me retenir par le bras, mais je me suis dégagée doucement. Je ne peux pas rester ici. Pas comme ça. Pas avec eux qui s'imposent et toi qui les laisses faire. Ma voix s'est brisée sur ces derniers mots. Et si tu franchis cette porte, a menacé Robert, ne pense même pas à revenir. J'ai ri amèrement. Me menacer de me jeter hors de ma propre maison? Vraiment? Je me suis tournée vers Marie. Et tu vois ce qui se passe? Mais ma femme restait là, paralysée entre ses parents et moi, les joues ruisselantes de larmes. Cette image m'a brisé le cœur, mais je ne pouvais plus supporter cette situation. Pas après un vol épuisant, pas après avoir découvert ma maison envahie, pas après cette confrontation explosive. J'ai descendu les marches du perron, évitant les cartons que j'avais moi-même sortis. Derrière moi, j'entendais Françoise consoler Marie en lui disant que j'étais ingrat, que je ne méritais pas sa fille, que tout était de ma faute. Robert continuait à vociférer des menaces et des insultes. En montant dans ma voiture, j'ai jeté un dernier regard à ma maison. Notre maison. Celle que Marie et moi avions choisie ensemble, que nous avions meublée petit à petit, où nous avions créé nos souvenirs. Et maintenant, elle ressemblait à une zone de guerre émotionnelle, avec des cartons éparpillés comme des victimes collatérales de ce conflit familial. J'ai démarré la voiture, les mains tremblantes sur le volant. Je ne savais pas où aller, mais je savais que je ne pouvais pas rester une minute de plus. Alors que je m'éloignais, j'ai vu dans le rétroviseur Marie qui courait quelques pas derrière la voiture avant de s'arrêter, vaincue. Cette image allait me hanter pendant des jours. Les rues défilaient devant mes yeux sans que je les voie vraiment. La nuit commençait à tomber, et les lampadaires s'allumaient un à un, créant une sorte de tunnel lumineux qui me guidait loin de ce chaos. Mes mains tremblaient encore sur le volant, et mon esprit rejouait en boucle la scène que je venais de vivre. Je conduisais sans vraiment savoir où aller, tournant au hasard dans des rues familières. L'idée d'aller à l'hôtel m'a traversé l'esprit, mais la perspective de me retrouver seule dans une chambre impersonnelle après tout ça me semblait insupportable. J'ai pensé à appeler Paul, mon meilleur ami, mais je me suis souvenu qu'il était en vacances avec sa famille. Presque instinctivement, ma voiture a pris la direction de la maison de mon père. C'était comme si mon subconscient avait décidé pour moi, cherchant naturellement ce refuge qui avait toujours été là dans les moments difficiles.
La route vers chez lui était si familière que je l'aurais fait les yeux fermés, la grande descente après le supermarché, le virage serré près de l'école primaire, puis cette longue ligne droite bordée de platanes. La maison de mon père n'avait pas changé depuis mon enfance. C'était une modeste maison de plain-pied avec un petit jardin où il cultivait ses légumes et bricolait dans son atelier. La lumière qui filtrait à travers les fenêtres de l'atelier m'indiquait qu'il y était encore, probablement en train de travailler sur un de ses nombreux projets. Je me suis garée dans l'allée, à côté de sa vieille Peugeot qu'il refusait de remplacer malgré mes conseils répétés. « Elle roule encore parfaitement », disait-il toujours, « pourquoi en changer ?» Cette pensée m'a arraché un faible sourire, le premier depuis que j'avais franchi le seuil de ma maison quelques heures plus tôt. Le bruit de mes pas sur le gravier a dû l'alerter car la porte de l'atelier s'est ouverte avant même que je n'atteigne le perron. Mon père est apparu dans l'encadrement, un tournevis à la main, ses lunettes de travail relevées sur son front. Il m'a suffi d'un regard pour qu'il comprenne que quelque chose n'allait pas. « Thomas ?» a-t-il dit simplement, son visage passant de la surprise à l'inquiétude en une fraction de seconde. Je me suis arrêtée à quelques pas de lui, soudain conscient que j'avais l'air pitoyable, ma chemise froissée par le voyage, ma cravate de travers, mes cheveux en bataille à force d'y avoir passé mes mains avec frustration. « Papa !» Ma voix s'est brisée sur ce simple mot, et toute la tension accumulée depuis mon retour a semblé se cristalliser dans ma gorge. Sans un mot, il a posé son tournevis et m'a fait signe de le suivre à l'intérieur. C'était une des choses que j'avais toujours appréciées chez mon père, sa capacité à comprendre sans avoir besoin d'explication. Il savait quand parler et quand se taire, quand pousser et quand attendre. L'intérieur de la maison était chaleureux et familier. L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air, mélangée à celle du bois que mon père travaillait dans son atelier. Sur la table de la cuisine, des plans et des croquis étaient étalés, témoins de son dernier projet en cours. Mon père a sorti 2 tasses du placard et les a remplies de café. Il a poussé l'une d'elles vers moi avant de s'asseoir en face de moi à la table de la cuisine. Le silence entre nous n'était pas pesant, il était patient, attendant que je trouve mes mots. Je ne sais même pas par où commencer, ai-je dit finalement, fixant le liquide noir qui fumait dans ma tasse. Par le début, généralement, c'est plus simple, a-t-il répondu avec ce petit sourire en coin qui lui était caractéristique. Alors j'ai tout déballé. Les mots sont sortis comme un torrent, mon retour, la découverte de mes beaux-parents installés chez moi, la confrontation, la trahison ressentie face à la décision de Marie, ma colère, ma fuite. Mon père écoutait sans m'interrompre, ses yeux bleus, les mêmes que les miens, fixés sur moi avec attention. Le pire, ai-je conclu, c'est que Marie n'a rien fait. Elle est restée là, entre ses parents et moi, sans rien dire. Comme si mon avis ne comptait pas. Mon père a pris une longue gorgée de café avant de parler. Tu sais, Thomas, parfois les gens qu'on aime se retrouvent coincés entre 2 loyautés. Ce n'est pas qu'ils ne nous aiment pas, c'est qu'ils ne savent pas comment gérer le conflit. Mais c'est notre maison, papa. Notre espace. Comment peut-elle laisser ses parents s'imposer comme ça ? Il a hoché la tête lentement. Je comprends ta colère. Vraiment. Mais rappelle-toi que Marie a grandi avec des parents, disons, envahissants. Pour elle, c'est normal. Elle n'a peut-être pas réalisé à quel point cette situation pouvait être problématique pour toi. J'ai passé une main sur mon visage fatigué. Les dernières heures semblaient irréelles, comme un mauvais rêve dont je n'arrivais pas à me réveiller. Et maintenant ? Qu'est-ce que je fais ? Ai-je demandé, me sentant soudain comme un enfant perdu cherchant des réponses auprès de son père. Maintenant, a-t-il dit en se levant pour réchauffer nos tasses, tu vas dormir. Tu es épuisé, énervé, et pas en état de prendre des décisions. La chambre d'amis est toujours prête, tu le sais. Il avait raison, bien sûr. La fatigue du voyage, amplifiée par le choc et la confrontation, commençait à peser lourdement sur mes épaules. Mais une chose me tracassait encore. Et demain ? Mon père s'est appuyé contre le comptoir de la cuisine, me regardant avec cette expression sage qui m'avait guidé tant de fois dans ma vie. Demain, on réfléchira à une solution. Ensemble. Comme on l'a toujours fait. Ces simples mots ont eu un effet apaisant immédiat. Dans cette cuisine familière, avec mon père qui avait toujours su comment me ramener sur terre, les problèmes semblaient soudain moins insurmontables. Pas résolus, non,
mais au moins abordable. Plus tard, allongé dans le lit de la chambre d'amis, j'écoutais les bruits familiers de la maison, mon père qui rangeait son atelier, le vieux radiateur qui cliquetait, le vent dans les arbres du jardin. Ces sons de mon enfance avaient quelque chose de réconfortant, comme une berceuse qui promettait que demain serait un autre jour. Mon téléphone a vibré plusieurs fois, des messages de Marie, probablement, mais je n'ai pas eu le courage de les lire. Pas ce soir. Ce soir, j'avais besoin de ce refuge, de cette pause dans la tempête. Les questions, les décisions, les confrontations attendraient demain. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec les premiers rayons du soleil qui filtraient à travers les rideaux de la chambre d'amis. Pendant quelques secondes bien heureuses, j'ai oublié les événements de la veille. Puis tout m'est revenu comme une vague, les cartons, le fauteuil vert olive, les cris, Marie en larmes. L'odeur du café et des toasts grillés montait de la cuisine. Mon père avait toujours été un lève-tôt, une habitude qu'il avait gardée de ses années de travail à l'usine. Je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine, le journal du jour étalé devant lui, ses lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez. « Bien dormi ?» a-t-il demandé sans lever les yeux de son journal. « Mieux que ce que je pensais », ai-je répondu en me servant une tasse de café. Il a replié son journal et l'a posé sur la table. « Tu as regardé ton téléphone ?» J'ai secoué la tête. Je l'avais laissé en mode silencieux toute la nuit, et je n'avais pas encore eu le courage de vérifier les messages. « Marie a appelé sur le fixe ce matin », a-t-il dit doucement. « Très tôt. Elle s'inquiétait de ne pas avoir de tes nouvelles. » Mon cœur s'est serré. Marie savait que je venais souvent chez mon père quand j'avais besoin de réfléchir. C'était notre refuge à tous les deux, en fait. Nous étions même venus ici après notre première grosse dispute, il y a des années. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? » La vérité. Que tu étais là, que tu allais bien, et que tu avais besoin d'un peu de temps. Il a fait une pause, me regardant par-dessus ses lunettes. Là elle pleurait, Thomas. J'ai fermé les yeux, sentant la culpabilité se mêler à ma colère encore vive. Je sais que je n'aurais pas dû partir comme ça, mais qu'est-ce que je pouvais faire ? Ils ont envahi notre maison, papa. Sans me demander mon avis, sans même m'en parler. Mon père s'est levé pour mettre 2 nouvelles tranches de pain dans le grille-pain. Et tu sais, quand ta mère et moi nous sommes mariés, sa famille aussi voulait s'immiscer dans notre vie. Sa mère débarquait à l'improviste, réarrangeait nos placards, critiquait ma façon de tondre la pelouse. Et comment tu as géré ça ? Un petit sourire est apparu sur son visage. Mal, au début. Je m'énervais, je sortais faire un tour en voiture, exactement comme toi. Puis un jour, ta mère m'a pris à part et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il est revenu s'asseoir, poussant une assiette de toast devant moi. Là elle m'a dit, « Michel, si tu veux que ma famille respecte nos limites, il faut d'abord qu'on soit d'accord tous les deux sur ces limites. » Ces mots ont résonné en moi. Marie et moi n'avions jamais vraiment discuté de nos limites avec sa famille. Nous avions laissé les choses se faire, évitant les conflits, jusqu'à ce que la situation devienne intenable. Le problème, ai-je dit en émiettant distraitement un toast, c'est que maintenant la situation est complètement hors de contrôle. Comment on peut revenir en arrière ? Mon père s'est levé pour aller chercher un bloc-notes et un stylo dans le tiroir de la cuisine. Je l'ai regardé faire avec curiosité. Il avait toujours eu cette habitude de mettre les problèmes par écrit, de les décortiquer point par point. D'abord, a-t-il commencé en s'asseyant, il faut que tu parles avec Marie. Pas avec ses parents, pas avec tout le monde en même temps. Juste Marie. Il a noté ce point sur le papier de son écriture soignée. Ensuite, vous devez décider ensemble de ce que vous voulez. Pas ce que ses parents veulent, pas ce que tu veux tout seul, mais ce que vous voulez tous les deux pour votre foyer. J'ai hoché la tête lentement. Mais comment je peux lui faire comprendre que ce que ses parents ont fait n'est pas normal ? En l'écoutant d'abord, a-t-il répondu simplement. Il y a sûrement une raison pour laquelle elle a accepté cette situation. Peut-être que ses parents traversent des difficultés dont tu n'es pas au courant. Peut-être qu'elle se sent coupable de quelque chose. Tu ne le sauras qu'en l'écoutant. Il avait raison, bien sûr. Dans ma colère, je n'avais même pas cherché à comprendre pourquoi Marie avait accepté cette situation.
Je m'étais senti trahi et j'avais réagi impulsivement. Et si elle insiste pour qu'il reste? Mon père a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. Alors vous négociez. Vous trouvez un compromis. Peut-être qu'ils peuvent rester temporairement, avec des conditions claires et une date de départ fixée. Peut-être que vous pouvez les aider à trouver un appartement près de chez vous. Il y a toujours des solutions, Thomas. Et juridiquement, ai-je demandé, une nouvelle idée me traversant l'esprit. Est-ce qu'ils ont le droit de s'installer comme ça chez nous? Non, techniquement, ils n'en ont pas le droit. La maison est à toi et à Marie. Mais tu veux vraiment emprunter cette voie? Traîner tes beaux-parents en justice? J'ai grimacé à cette idée. Non, bien sûr que non. Mais c'est bon de savoir que la loi est de notre côté, au cas où. Mon père a continué à noter des points sur son papier, établir des règles claires, fixer une durée, définir les espaces communs et privés. Son approche méthodique m'aidait à voir plus clair, à transformer ce chaos émotionnel en problème concret à résoudre. Et tu sais, a-t-il dit en reposant son stylo, parfois les crises comme celle-ci peuvent renforcer un couple. Si vous gérez bien cette situation, si vous vous écoutez mutuellement et trouvez une solution ensemble, votre relation n'en sera que plus forte. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et l'ai allumé. 15 appels manqués de Marie, une vingtaine de messages. Le dernier disait simplement, « Je suis désolé. S'il te plaît, rentrons à la maison. » Tu as raison, ai-je dit à mon père. Je dois rentrer et parler avec Marie. Mais, tu veux bien venir avec moi? Pas pour intervenir, juste, pour être là? Ta présence a toujours eu le don de calmer les choses. Il a souri, ce sourire chaleureux qui avait le pouvoir de me rassurer depuis mon enfance. Bien sûr, fiston. C'est à ça que servent les pères. Le trajet du retour s'est fait dans un silence relatif, uniquement ponctué par le bruit familier du moteur de la voiture de mon père. Il avait insisté pour conduire, me disant que j'étais encore trop énervée. Je regardais défiler le paysage, mon estomac se nouant un peu plus à chaque kilomètre nous rapprochant de la maison. « Et tu sais ce que tu vas dire ?» a demandé mon père alors que nous approchions de notre rue. « Pas vraiment, ai-je admis. J'essaie de ne pas trop préparer. La dernière fois que j'ai fait ça, tout ce que j'avais prévu est sorti par la fenêtre dès que Françoise a ouvert la bouche. » Il a ri doucement. « Ta belle-mère a ce don particulier, c'est vrai. Mais souviens-toi, aujourd'hui, tu parles d'abord à Marie. Les autres peuvent attendre. » En tournant dans notre rue, j'ai immédiatement remarqué que la Volvo de Robert n'était plus là. Les cartons que j'avais sortis la veille avaient également disparu du perron. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Était-ce bon signe? Ou est-ce que ça voulait dire que mes beaux-parents s'étaient définitivement installés, leurs affaires maintenant bien rangées à l'intérieur? Mon père s'est garé devant la maison et a coupé le moteur. « Tu es prêt? » J'ai pris une profonde inspiration. Aussi près que possible. Nous sommes sortis de la voiture et avons monté les marches du perron. Avant même que je ne puisse sortir mes clés, la porte s'est ouverte. Marie se tenait dans l'encadrement, les yeux rougis par les larmes, mais un petit sourire soulagé sur les lèvres. « Thomas » a-t-elle murmuré. Sans réfléchir, j'ai fait un pas en avant et l'ai prise dans mes bras. Elle s'est blottie contre moi, son corps secoué de petits sanglots. « Je suis désolée » a-t-elle murmuré contre mon épaule. « Je suis tellement désolée. » Mon père est resté en retrait, nous donnant ce moment. Du coin de l'œil, j'ai vu Françoise apparaître dans le couloir, puis reculer discrètement en nous voyant enlacés. Pour une fois, elle a eu le bon sens de ne pas intervenir. « On peut parler ?» ai-je demandé doucement à Marie. « Juste toi et moi, d'abord. » Elle a hoché la tête, s'écartant légèrement pour essuyer ses larmes. « Mes parents sont dans la cuisine » a-t-elle dit. « On peut aller dans le jardin ?» J'ai acquiescé, soulagée qu'elle propose d'elle-même un endroit privé pour notre discussion. Mon père a fait un pas en avant. « Je vais tenir compagnie à tes parents, si tu veux bien » a-t-il dit à Marie avec un sourire rassurant. Elle lui a rendu son sourire, reconnaissante. Mon père avait toujours eu un don pour apaiser les tensions, même dans les situations les plus délicates. Sa présence était comme un baume sur une plaie à vif. Dans le jardin,
L'air frais du matin nous a enveloppés. Marie et moi nous sommes assis sur le petit banc près du cerisier que nous avions planté ensemble l'année dernière. Un moment de silence s'est installé, ni l'un ni l'autre ne sachant par où commencer. Je ne voulais pas partir comme ça hier, ai-je finalement dit. Mais quand je suis rentrée et que j'ai vu. Je sais, m'a-t-elle coupé doucement. J'aurais dû t'en parler avant. J'aurais dû t'appeler dès que mes parents ont évoqué l'idée de venir vivre ici. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Elle a joué nerveusement avec l'alliance à son doigt, un geste qu'elle faisait toujours quand elle était anxieuse. Papa a perdu son travail il y a 2 mois. Ils n'ont pas voulu te le dire parce qu'ils avaient honte. Maman a commencé à paniquer à cause de leur crédit immobilier, et puis... 2 mois, ai-je répété, surpris. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Tu étais tellement occupé avec ton projet, toujours en déplacement. Je ne voulais pas t'inquiéter. Et puis, au début, on pensait que papa retrouverait vite du travail. Mais les semaines ont passé, et... Elle a pris une profonde inspiration avant de continuer. Quand ils ont parlé de vendre leur maison, maman a commencé à pleurer. Elle disait qu'ils étaient trop vieux pour recommencer à zéro, qu'ils avaient peur de finir à la rue. Papa ne disait rien, mais je voyais bien qu'il était dévasté. Mon cœur s'est serré. Je comprenais mieux maintenant pourquoi Marie avait accepté cette situation. La culpabilité, l'inquiétude pour ses parents, la peur de me surcharger avec leurs problèmes. Mais s'installer chez nous sans même m'en parler? Je sais que c'était une erreur, a-t-elle dit en me prenant la main. Maman a commencé à déménager leurs affaires petit à petit pendant que tu étais en voyage, disant que c'était temporaire, juste le temps qu'ils se retournent. Et avant que je ne réalise ce qui se passait vraiment, elle avait déjà réorganisé toute la maison. Dans la cuisine, à travers la fenêtre, je pouvais voir mon père discuter calmement avec mes beaux-parents. Robert semblait plus petit que d'habitude, ses épaules voûtées par le poids de ses problèmes. Françoise l'écoutait attentivement, pour une fois silencieuse. On aurait pu trouver une solution ensemble, ai-je dit doucement. Si tu m'en avais parlé? Je sais, a-t-elle murmuré. J'ai eu peur. Peur de ta réaction, peur de devoir choisir entre toi et mes parents. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Je l'ai attiré contre moi, embrassant le sommet de sa tête. On est une équipe, Marie. On doit affronter ces choses ensemble, pas séparément. Elle a hoché la tête contre mon épaule. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, ai-je dit en me redressant, on va rentrer là-dedans et parler tous ensemble. Trouver une vraie solution, pas une solution imposée. Mais d'abord, je veux que tu saches une chose. Quoi? Peu importe ce qui se passe, je ne te ferai jamais choisir entre tes parents et moi. On trouvera un moyen d'aider tes parents sans détruire notre propre foyer. Les larmes aux yeux, elle m'a serré fort dans ses bras. Dans la cuisine, mon père nous a fait un petit signe de tête à travers la fenêtre. Il était temps d'affronter la situation, tous ensemble cette fois. La cuisine semblait plus petite avec tout le monde rassemblé autour de la table. Mon père s'était assis stratégiquement entre Robert et moi, tandis que Marie se tenait à mes côtés, sa main serrant la mienne sous la table. Françoise, inhabituellement silencieuse, fixait sa tasse de thé comme si elle contenait toutes les réponses à nos problèmes. Bon, a commencé mon père de sa voix calme, je pense qu'on a tous besoin de mettre les choses à plat. Robert a relevé la tête, son visage portant les marques d'une nuit sans sommeil. Il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la veille. Thomas, a-t-il dit, la voix rauque, je te dois des excuses pour hier soir. Nous avons mal géré les choses. C'était la première fois que j'entendais mon beau-père s'excuser pour quoi que ce soit. Le choc m'a momentanément laissé sans voix. Marie nous a expliqué que tu n'étais pas au courant de notre situation, a-t-il continué. On aurait dû t'en parler directement, mais la fierté. Sa voix s'est brisée sur ce dernier mot. Françoise a posé une main sur le bras de son mari. On a eu peur, a-t-elle admis. Quand Robert a perdu son travail, tout s'est écroulé si vite. Les factures qui s'accumulent, les lettres de la banque. Mais pourquoi ne pas m'en avoir parlé, ai-je demandé, essayant de garder un ton neutre. On aurait pu chercher des solutions ensemble. Tu plaisantes, a lancé Françoise, retrouvant soudain sa verve habituelle.
Comment on aurait pu te demander de l'aide alors que tu passes ton temps en voyage d'affaires? Tu es à peine présent pour notre fille, et tu voudrais qu'on... Maman, a coupé Marie d'un ton sec. On avait dit qu'on allait discuter calmement. Mon père s'est éclairci la gorge. Peut-être qu'on pourrait commencer par établir les faits? Robert, vous avez perdu votre emploi il y a 2 mois. Quelle démarche avez-vous entreprise depuis? Robert a passé une main fatiguée sur son visage. J'ai envoyé des CV, fait quelques entretiens, mais à mon âge. Les entreprises préfèrent embaucher des jeunes. Et votre maison, a continué mon père. Vous avez parlé de la vendre? On a 3 mois de retard sur le crédit, a murmuré Françoise, les larmes aux yeux. La banque menace de saisir. Je sentais la main de Marie trembler dans la mienne. Tout ce stress qu'elle avait gardé pour elle ces derniers mois, toute cette inquiétude qu'elle n'avait pas osé partager avec moi. D'accord, ai-je dit lentement, je comprends mieux la situation. Mais s'installer ici sans prévenir n'était pas la solution. Vous ne pouvez pas. Et quelle était la solution selon toi, a coupé Françoise, sa voix montant d'un octave. Laisser tes beaux-parents à la rue? Est-ce que c'est comme ça qu'on t'a élevé, Michel? Mon père n'a pas mordu à l'hameçon. Françoise, personne ici ne parle de vous laisser à la rue. Mais vous devez comprendre que débarquer chez les gens sans prévenir, réorganiser leur maison. On ne débarque pas chez les gens, a protesté Françoise, les joues rougies par l'émotion. C'est la maison de notre fille aussi. Exactement, ai-je dit, sentant ma patience s'effriter. C'est notre maison, à Marie et à moi. Un espace qu'on a créé ensemble, avec nos règles, nos habitudes. Nos règles, a ricané Françoise. Comme celle de ne jamais être là? De laisser Marie seule pendant des semaines? Ça suffit. La voix de Marie a claqué comme un coup de fouet. Maman, arrête d'attaquer Thomas. Mes choix de vie et mon mariage ne te regardent pas. Un silence pesant est tombé sur la cuisine. Robert fixait ses mains posées sur la table, Françoise semblait au bord des larmes, et mon père nous observait tous avec une expression pensive. Peut-être, a-t-il dit doucement, qu'on devrait parler de solutions concrètes plutôt que de nous accuser mutuellement. Robert, avez-vous envisagé de prendre un travail temporaire, le temps de retrouver quelque chose dans votre domaine? Robert a secoué la tête. À mon âge, recommencer au bas de l'échelle. C'est mieux que de perdre votre maison, non, ai-je suggéré, essayant d'adoucir mon ton. Et votre assurance perte d'emploi, a demandé mon père. Vous devez avoir des droits. On a tout utilisé, a murmuré Françoise. Les économies, l'assurance. Tout est parti dans les traites de la maison et les factures. Marie s'est redressée soudainement. Et si on vendait la maison avant que la banque ne la saisisse? Ça vous donnerait un peu d'argent pour recommencer, non? Pour aller où? A demandé Françoise, sa voix tremblant légèrement. Il y a des appartements à louer dans la résidence près du parc, ai-je dit, une idée prenant forme. Ce n'est pas très grand, mais c'est bien entretenu, et le loyer est raisonnable. Un appartement? Françoise a eu l'air horrifiée. Après 30 ans dans notre maison? C'est temporaire, maman, a insisté Marie. Le temps que papa retrouve du travail, que vous vous remettiez sur pied. Robert a levé la main pour interrompre sa femme qui s'apprêtait à protester. Elle a raison, Françoise. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas s'imposer chez les enfants et détruire leur couple par la même occasion. Les larmes ont commencé à couler sur les joues de Françoise. Mais notre maison. Tous nos souvenirs. Les souvenirs, on les emporte avec nous, a dit mon père gentiment. Ce qui compte, c'est la famille, pas les murs. Un nouveau silence s'est installé, moins tendu cette fois, plus réflexif. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans la tête de chacun, pesant les options, évaluant les possibilités. Combien de temps ça prendrait, a finalement demandé Robert, pour trouver un appartement? Je peux me renseigner dès aujourd'hui, ai-je proposé. Et en attendant? En attendant, a complété Marie, vous pouvez rester ici. Mais avec des règles claires, des espaces définis, et une date limite. Françoise a ouvert la bouche pour protester, mais Robert a posé sa main sur la sienne. D'accord, a-t-il dit simplement.
On accepte. Le lendemain matin, j'étais assis dans le bureau de Maître Lambert, un avocat spécialisé en droit immobilier que mon père connaissait depuis des années. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes rondes et une façon rassurante de présenter les choses. Marie était assise à côté de moi, son carnet de notes ouvert sur ses genoux. Donc, si je comprends bien, a dit Maître Lambert en feuilletant les documents que nous lui avions apportés, vos beaux-parents risquent une saisie immobilière, et vous cherchez à gérer la situation de manière, disons, préventive. Exactement, ai-je répondu. On veut les aider à vendre leur maison avant que la banque ne la saisisse, et en même temps, établir un cadre légal pour leur hébergement temporaire chez nous. L'avocat a hoché la tête, griffonnant quelques notes. Commençons par leur maison. Vous avez dit 3 mois de retard sur les échéances? Oui, a confirmé Marie, sa voix tremblant légèrement. Et la banque menace de lancer la procédure de saisie. Il nous reste une marge de manœuvre, a expliqué Maître Lambert. La loi prévoit plusieurs étapes avant une saisie effective. Nous pouvons négocier avec la banque, peut-être obtenir un délai supplémentaire pour organiser une vente à l'amiable. J'ai senti Marie se détendre légèrement à côté de moi. Depuis notre discussion houleuse de la veille, elle oscillait entre l'espoir et l'angoisse. Et pour leur séjour chez nous, ai-je demandé. Comment on peut encadrer ça légalement? Maître Lambert a sorti un nouveau formulaire de son tiroir. Je vous conseille d'établir une convention d'hébergement temporaire. C'est un document qui fixe les conditions de leur séjour, durée, participation aux charges, espaces attribués. Mes parents ne vont pas aimer ça, a murmuré Marie. Surtout maman. Elle va dire qu'on les traite comme des étrangers. Ce n'est pas une question de confiance, a expliqué doucement l'avocat. C'est une protection pour tout le monde. Sans cadre légal, la situation pourrait devenir compliquée. Il a commencé à énumérer les points à définir, durée maximale de l'hébergement, répartition des espaces communs et privés, participation aux charges courantes, conditions de départ. Chaque mot semblait rendre la situation plus réelle, plus concrète. Et s'il refuse de partir à la fin de la période convenue, a demandé Marie d'une petite voix. L'avocat a retiré ses lunettes, les essuyant soigneusement avec un mouchoir. C'est précisément pour éviter ce genre de situation que nous établissons ce document. Sans accord écrit, il pourrait théoriquement revendiquer un droit d'occupation. J'ai senti mon estomac se nouer. L'idée même d'avoir à expulser mes beaux-parents me donnait la nausée, mais je comprenais la nécessité de ces précautions. Je propose qu'on rédige 2 documents distincts, a continué Maître Lambert. Un pour la convention d'hébergement, et un autre pour les démarches concernant la vente de leur maison. Il faut que tout soit clair et séparé. Pendant l'heure suivante, nous avons travaillé sur les détails de ces documents. L'avocat tapait sur son ordinateur, s'arrêtant régulièrement pour nous demander notre avis sur certains points. La durée de l'hébergement a été fixée à 3 mois, renouvelable une fois si nécessaire. Les espaces ont été clairement délimités, la chambre d'amis et la salle de bain du rez-de-chaussée leur seraient attribuées, le reste de la maison serait considéré comme espace commun. Pour la participation aux charges, a suggéré l'avocat, je conseille de fixer un montant forfaitaire mensuel. Ça évitera les discussions sur qui consomme quoi. Marie a hoché la tête. Et pour leurs meubles? Ceux qu'ils ont déjà installés chez nous? On peut faire un inventaire, ai-je proposé. Noter ce qui est à eux, ce qui est à nous, pour éviter toute confusion plus tard. L'avocat a approuvé. Excellent point. Je vais ajouter une annexe pour ça. Quand il a imprimé les documents, leur poids dans mes mains semblait représenter tout le sérieux de la situation. Ces quelques pages allaient changer la dynamique de notre famille, pour le meilleur ou pour le pire. Comment on leur présente ça, a demandé Marie alors que nous quittions le bureau. Je ne veux pas qu'ils pensent qu'on les traite comme des intrus, ai-je complété doucement. C'est justement pour éviter ça qu'on fait les choses dans les règles. Pour que tout soit clair dès le départ. Sur le chemin du retour, nous avons fait un détour par l'agence immobilière près du parc. L'agent nous a montré plusieurs photos d'appartements disponibles. Un en particulier a retenu notre attention, un 3 pièces au premier étage, avec un petit balcon donnant sur le parc. Le loyer était raisonnable, surtout comparé aux traites de leur maison actuelle.
Tu crois qu'ils vont accepter ? A demandé Marie alors que nous nous garions devant chez nous. Ils n'ont pas vraiment le choix, ai-je répondu en serrant sa main. Mais on va leur présenter ça comme une solution temporaire, un nouveau départ, pas comme une défaite. En entrant dans la maison, nous avons trouvé Françoise en train de préparer le déjeuner. L'odeur de son fameux gratin dauphinois flottait dans l'air. C'était sa façon à elle de faire la paix, je suppose. Ah, vous voilà, a-t-elle dit en essayant de paraître enjouée. J'ai pensé qu'un bon repas nous ferait du bien à tous. Robert était assis dans le salon, feuilletant les petites annonces d'emploi dans le journal local. Il a levé les yeux à notre entrée, son regard s'arrêtant sur les documents que nous tenions. On a quelque chose à vous montrer, ai-je dit doucement. Quelque chose qui pourrait nous aider à tous nous en sortir. Les semaines qui ont suivi ont été comme une lente danse d'équilibristes, chacun essayant de trouver sa place dans cette nouvelle configuration familiale. Le gratin dauphinois de ce jour-là avait finalement servi de médiateur silencieux pendant que nous présentions les documents à mes beaux-parents. Contre toute attente, c'est Robert qui avait pris les devants, lisant attentivement chaque clause pendant que Françoise regardait par la fenêtre, essuyant discrètement quelques larmes. « C'est raisonnable », avait-il dit finalement, posant les papiers sur la table. On ne peut pas continuer à vivre dans le déni. Notre maison, on l'a déjà perdue, même si on ne voulait pas se l'avouer. L'appartement près du parc s'était révélé être une belle surprise. Lors de la visite, Françoise avait d'abord pincé les lèvres, habituée à plus grand, mais quand elle avait découvert le balcon avec ses jardinières vides, ses yeux s'étaient illuminés. « Je pourrais y faire pousser mes herbes aromatiques », avait-elle murmuré, et j'avais vu Marie sourire pour la première fois depuis des jours. La vente de leur maison s'était organisée plus rapidement que prévu. Maître Lambert avait fait des merveilles avec la banque, négociant un délai supplémentaire qui nous avait permis de trouver un acheteur à un prix correct. Pas ce qu'ils auraient pu en tirer en temps normal, mais suffisant pour éponger leurs dettes et avoir un petit matelas pour recommencer. Le plus dur avait été le tri de leurs affaires. 30 ans de vie ne se rangent pas facilement dans un 3 pièces. Chaque objet déplacé déclenchait une histoire, un souvenir, parfois des larmes. Marie passait des heures avec sa mère, écoutant les récits liés à chaque bibelot, chaque photo, chaque meuble. « Tu te souviens de ce vase ?» disait Françoise en tenant un horrible vase vert olive. « C'était le premier cadeau que ton père m'avait fait. Il avait tellement mauvais goût à l'époque. » Et elles riaient ensemble, pendant que Robert et moi nous occupions des cartons dans le garage. Ces moments de complicité retrouvés valaient bien quelques semaines de chaos domestique. Robert, de son côté, avait surpris tout le monde. Un matin, il était rentré avec un costume légèrement trop grand pour lui, acheté dans une friperie. « J'ai un entretien », avait-il annoncé. « Pour un poste de gardien dans une résidence. Ce n'est pas mon ancien salaire, mais c'est un nouveau départ », avait complété Françoise, ajustant sa cravate avec des gestes tendres que je ne lui avais jamais vus. La vie s'organisait, petit à petit. Les espaces définis dans la convention d'hébergement nous permettaient de cohabiter sans nous marcher sur les pieds. Le matin, je retrouvais parfois Robert dans la cuisine, préparant le café pour tout le monde. Ces moments de calme avant que la maison ne s'éveille étaient devenus notre rituel silencieux, une façon de nous apprivoiser mutuellement. Marie avait retrouvé son sourire, même si parfois je la surprenais à regarder avec nostalgie les photos de son enfance dans la maison de ses parents. Un soir, alors que nous étions blottis dans notre lit, elle m'avait confié, « Tu sais, je pensais que cette situation allait nous détruire, mais en fait, elle nous a rendus plus forts. » Elle avait raison. Cette crise nous avait forcés à communiquer, à établir des limites claires, à nous battre pour notre couple tout en restant solidaires de sa famille. Ce n'était pas toujours facile, mais nous apprenions. Le jour du déménagement vers l'appartement est arrivé plus vite que prévu. Robert avait obtenu le poste de gardien, et son premier salaire leur avait permis de verser la caution. Françoise avait passé des heures à planifier l'aménagement de chaque pièce, retrouvant un peu de son enthousiasme d'autrefois. « C'est petit », disait-elle en surveillant les déménageurs, « mais c'est douillet. Et puis, on sera près du parc pour quand vous aurez des enfants. » J'avais vu Marie rougir à cette remarque, et nous avions échangé un regard complice. Certaines choses ne changeraient jamais, et c'était peut-être mieux ainsi. Le soir, après le départ de mes beaux-parents,
Marie et moi nous sommes retrouvés dans notre salon, enfin redevenu le nôtre. Le fauteuil vert olive était parti, nos meubles avaient retrouvé leur place, mais quelque chose avait changé. L'espace semblait différent, comme si ces semaines de chaos y avaient laissé une empreinte invisible. On devrait peut-être garder quelques-unes des idées de déco de ta mère, ai-je suggéré, surprenant Marie. Pas le fauteuil, bien sûr, mais les plantes dans la cuisine, c'était pas mal. Elle a ri, se blottissant contre moi. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de mon mari? Je crois que ton mari a appris quelques leçons ces dernières semaines, ai-je répondu en l'embrassant sur le front. Le dimanche suivant, nous avons invité tout le monde à déjeuner, mes beaux-parents, mon père, même ma sœur qui était revenue de son voyage. Françoise avait apporté son gratin, bien sûr, et pour la première fois depuis longtemps, les rires autour de la table semblaient naturels, sincères. En regardant ma famille réunie, j'ai réalisé que mon père avait eu raison depuis le début, ce qui compte, ce ne sont pas les murs, mais les gens qui les habitent. Notre maison n'était plus seulement notre espace à Marie et moi, elle était devenue le témoin d'une crise traversée ensemble, d'une famille reconstruite sur des bases plus solides. Le soir, après le départ de tout le monde, j'ai trouvé sur le comptoir de la cuisine un petit pot d'herbes aromatiques. Françoise l'avait laissé là, avec un mot, pour que vous ayez toujours un peu de nous avec vous, mais juste ce qu'il faut. Marie a ri en lisant le mot, et j'ai ri avec elle. Nous avions survécu à la tempête, et nous en étions sortis plus forts, plus sages, plus unis. Notre maison avait retrouvé sa tranquillité, mais elle gardait en elle l'écho de ces semaines tumultueuses, comme un rappel que parfois, les plus grandes crises peuvent mener aux plus belles reconstructions.